Les effets de Freddy furent livrés à Vay Street, au lieu de Blackthorn House, et Laura ne reçut jamais le télégramme qui aurait dû les précéder. Elle n'en fut pas surprise. Rien ne fonctionnait plus normalement depuis décembre. Depuis le 6 décembre, pour être plus précis. Au matin, alors que le vapeur Mont-Blanc entrait dans le port de Halifax, du benzène stocké sur le pont et des explosifs dans les soutes. Il y avait eu une collision avec un navire marchand, expliqua-t-on plus tard. Puis le benzène avait pris feu. Les employés du port tentaient d'éteindre l'incendie lorsque les flammes avaient atteint la nitroglycérine. Du moins, c'était ainsi que la rumeur décrivait l'événement. « Non, je ne doute pas que ce soit vrai », répondait Laura à ses patients lorsqu'ils lui posaient la question, comme si elle devait savoir. Comme si, après 3 ans en tant qu'infirmière militaire, elle en avait suffisamment appris sur les explosifs à partir des stigmates qu'ils gravaient dans les chairs des blessés. « Vous n'avez pas vu la boule de feu ?» Ils l'avaient tous vue. Son père était l'un de ceux qui, à bord d'embarcations diverses, avaient tenté de lutter contre l'incendie. Halifax, après la déflagration, donnait l'impression que Dieu avait levé une immense botte enflammée, puis l'avait abattue d'un coup. À Fairview, les stèles neuves s'alignaient à côté des pierres tombales du Titanic, dressées 5 ans plus tôt, et le village des Mi'kmaq avait disparu. Et la poste était un vrai désastre. C'était pour cela qu'elle n'avait plus de nouvelles de Freddy. C'était son frère et il était soldat. À l'évidence, une pile de ses lettres s'était accumulée dans un sac quelque part. Elle n'avait pas eu le temps d'y penser. Elle avait eu trop à faire. Le premier hôpital de fortune avait été organisé dans un YMCA le lendemain de l'explosion. La neige tombait à seaux et Halifax était toujours en feu. En chemin, Laura avait croisé des cadavres qui n'avaient pas encore été enlevés. Elle avait fermé les paupières de ceux qu'elle pouvait atteindre, posé la main une fois sur un petit pied nu. Après 3 années de service actif, elle était habituée aux morts. Habituée pour autant au spectacle d'un triage saturé, même si c'était la première fois qu'elle y accueillait non pas des soldats, mais des parents qui amenaient leurs enfants brûlés. Laura avait ôté son manteau, s'était lavé les mains et avait rassuré la mère paniquée la plus proche. Elle avait parlé au médecin civil submergé et avait commencé à organiser le chaos. C'était il y a 1 mois, ou plutôt 6 semaines. Le temps s'était distendu, comme il le faisait quand les blessés s'accumulaient pendant une bataille, quand ils ne se décomposaient plus en minutes et en heures, mais en respiration et battements de cœur de la personne qui était entre ses mains. Elle dormait debout et se disait qu'elle était trop occupée pour se demander pourquoi Freddy n'écrivait pas. « Quel satané virago !» maugréa un médecin d'un ton mi-agacé, mi-admiratif. L'hôpital Barrington était plein de bonnes âmes. Les Américains, grâce à Dieu, avaient rempli un train entier de tous les pansements, les antiseptiques et les chirurgiens disponibles à Boston et l'avaient envoyé plein nord. On était alors en janvier, avec dehors des congères à hauteur de tête. Le gymnase avait été transformé en hôpital, avec un aménagement logique, une organisation implacable et un personnel compétent. Laura faisait sa tournée et était penchée sur un lit. « Une harpie, oui », renchérit son collègue. « Mais sa main gauche en sait plus sur le pansement que tu n'en sauras jamais. Elle a été infirmière aux armées, tu sais. Elle a été blessée par un obus, quelque part en France. » C'était en Belgique, en fait. « Blessée par un obus ? Une infirmière, vraiment. Mais qu'a-t-elle donc fait ? Elle s'est habillée en homme et elle est montée au front ?» Le premier médecin ne mordit pas à l'hameçon. « Non, j'ai entendu dire qu'elles avaient bombardé un poste médical avancé. » Une pause stupéfaite. Puis, « Des barbares », grommela faiblement le second médecin. Laura continuait de prendre les températures. Les 2 hommes se turent un moment, songeant peut-être à la façon dont on pratiquait la médecine sous le feu. « Seigneur », dit finalement le second médecin. « Tu crois que toutes les filles qui sont parties à la guerre vont revenir comme ça ? Marquées, endurcies. » Un rire et un frisson. « Bon Dieu, j'espère que non. »
Laura se redressa avec un grand sourire, et ils pâlirent tous les deux. « Docteur », dit-elle en guise de salut, et elle perçut l'amusement inexprimé de ses patients alentour. Elle était l'une d'entre eux après tout, née près du port avant que le monde ne s'embrase. Les médecins bafouillèrent quelque chose. Elle se détourna de nouveau. Une vraie virago. Un vent mordant soulevait l'écume dans la baie, et son patient suivant était un petit garçon couvert de cloques. L'enfant sanglota lorsqu'elle lui enleva ses pansements. « Chut !» murmura Laura. « Ça ne fera pas mal longtemps. Et si tu pleures, comment vais-je pouvoir te parler du cheval mauve ?» Le petit garçon se renfrogna entre ses pleurs. « Les chevaux ne sont pas mauves. » Il y en a eu un. Laura mit au rebut un pansement souillé. Je l'ai vu de mes propres yeux. En France. Évidemment, les chevaux ne naissent pas mauves. Celui-là était blanc. Un magnifique cheval blanc qui appartenait à un médecin. Mais le médecin avait peur que quelqu'un ne repère son cheval blanc dans la nuit noire et ne lui tire dessus. Il voulait un cheval difficile à distinguer dans la pénombre. Alors il est allé voir une sorcière. Un sursaut. « Il n'y a pas de sorcière en France !»« Mais bien sûr que si. Ne bouge pas. Tu ne te souviens plus de tes contes de fées ?» Freddy les adorait. « Eh bien, les sorcières ne sont pas restées en France », l'informa l'enfant d'une voix tremblante. « Pas pendant une guerre. Peut-être que les sorcières aiment la guerre. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent pendant que tout le monde est occupé à se battre. Bon, est-ce que tu veux que je te parle du cheval mauve ou pas? Tourne-toi. » « Oui, » dit le petit garçon. Il la fixait du regard maintenant, les yeux écarquillés. « D'accord. Et donc, la sorcière a donné au médecin un sort pour assombrir le cheval. Mais lorsque le médecin l'a essayé, pouf, aussi mauve qu'une jacinthe. » L'enfant se laissait enfin distraire. « Est-ce que c'était un cheval magique ?» demanda-t-il. « Une fois devenu mauve ?» Laura nouait les pansements. Les pleurs de l'enfant s'étaient taris. Oui, évidemment. Il pouvait galoper de Paris à Pékin en 1 heure. Le docteur est allé directement à Berlin pour tirer les oreilles du Kaiser. L'enfant sourit enfin. « J'aimerais avoir un cheval magique. Je partirais au galop et je retrouverais Elsie. » Elsie était sa sœur. Ils marchaient tous les deux sur le chemin de l'école lorsque le navire avait explosé. Laura ne répondit pas, mais lissa les ternes cheveux blonds filasses de l'enfant, puis se leva. Le véritable prénom de son frère était Wilfred, mais quasiment personne ne s'en souvenait. Il avait été Freddy depuis l'enfance. Il servait de l'autre côté de l'océan. Il n'avait toujours pas répondu à ses lettres. « Un cheval mauve !» s'enquit le médecin-chef au passage. Contrairement à ses collègues civils, il avait connu le front dans la Somme en 16. Laura et lui se comprenaient. Ils descendirent ensemble l'allée entre les lits. « Oui », continua Laura en souriant. « C'était au tout début. Un hurluberlu du Royal Army Medical Corps, tout juste arrivé d'Angleterre. On lui avait affecté ce cheval aussi blanc qu'il était possible, et il avait entendu parler des tireurs d'élite. Il a essayé de le teindre au noir d'aniline, et la pauvre bête a fini violette. » Le médecin s'esclaffa. Laura agita la tête et consulta mentalement l'interminable liste des affaires courantes qu'elle avait toujours à l'esprit. Mais avant qu'elle n'eût pu commencer, la blessure qui avait entaillé sa jambe 3 mois plus tôt la trahit. Une crampe lui paralysa le genou et le médecin la rattrapa par le coude. Sa jambe était la raison pour laquelle elle se trouvait à Halifax, démobilisée du service de santé. Un éclat d'obus profondément enfoncé dans le muscle. Ils avaient réussi à l'extraire, mais le membre avait failli être amputé. Elle avait été évacuée par train sanitaire. « Malédiction !» dit-elle. « Tout va bien, Ivan ?» demanda le médecin. « Juste une crampe », répondit Laura en essayant d'agiter sa jambe pour qu'elle reprenne vie. Le médecin la dévisagea. « Ivan, vous êtes blême. Quand avez-vous commencé votre service ?»
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.